Chers amis, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous sur la chaîne du bien-être et du développement personnel et de la santé, parce que c'est évidemment sans doute là la clé de ce qui pourra déterminer ensuite l'énergie nécessaire pour continuer, pour avancer, pour avoir des projets, pour faire de belles choses et pour rayonner évidemment avec l'ensemble de vos familles respectives. Et en termes de santé, il y a ce rendez-vous sur ABC qui s'appelle l'Instant Joyeux avec le professeur Henri Joyeux qui est avec nous. Bonjour professeur. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous, ravi de vous accueillir. Avec joie. Et merci également pour tout ce que vous proposez. Je voudrais commencer par vous dire un énorme merci sincère de toute la part évidemment des équipes de la production et puis de tous ceux et celles qui vous suivent, parce que je voudrais vous montrer juste ce petit tableau très rapide des audiences qui, depuis la création de cette émission L'Instant Joyeux, ne cessent de grimper. Vous avez fait plus d'1 600 000 vues avec quelques punchlines, comme on dit, dans les différentes émissions. Donc merci de ce savoir que vous dévoilez comme ça, que vous diffusez gratuitement, généreusement. Transmettre le plus largement possible. Voilà. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Ils peuvent ne pas être d'accord sur tel ou tel point, mais à ce moment-là, il faut qu'ils m'écrivent. Mais vous de façon à ce que j'ai des arguments face à face. Il faudra qu'on fasse d'ailleurs une émission interactive. Voilà. Ouais. Avec interactivité sur les gens qui ne sont pas d'accord ou qui ne comprennent pas. Mais vous savez que vous êtes clivant. Oui, mais bon, clivant, c'est sympa. Il y a des gens qui vous aiment et d'autres qui vous haïssent, mais parfois ça s'inverse aussi, tout est possible. En tout cas, bravo Ça ne m'inquiète pour ces belles audiences. Plus de 2 millions de vues avec les thématiques que l'on aborde. J'invite d'ailleurs tous ceux et celles à aller directement sur votre page. Et il y a toutes les émissions avec toutes les thématiques. Et Dieu sait qu'on peut en faire des émissions. Parce que là, il y a évidemment beaucoup de choses. Vous avez choisi de parler d'un sujet. Et quand on parle de ce sujet, quand on pose la question aux gens, ils disent tous « oui, c'est là ». Oui, c'est là. C'est ici que ça se passe. La thyroïde, pourquoi avoir choisi cette thématique? Écoutez, il y a de plus en plus de pathologies thyroïdiennes, de maladies de la thyroïde. 2% des Français, c'est énorme, ont des pathologies thyroïdiennes et nous allons voir pourquoi et comment on peut les éviter. Parce que le point clé, pour moi, c'est la prévention. Évidemment. J'ai opéré des cancers thyroïdiens et j'en ai opéré beaucoup chez des personnes adultes et chez des gosses. Des gosses de 15, 16 ans, 17 ans. Alors, on a parlé de Tchernobyl, souvenez-vous à l'époque. Maintenant, on va bientôt nous dire qu'il y aura Zaporizhzhia ou les autres problèmes. Et nous sommes actuellement dans un danger de guerre nucléaire. Et la guerre nucléaire, c'est une atteinte de la thyroïde. On l'a su avec Hiroshima, avec Nagasaki. Ça pourrait bien revenir. Donc, il est important de parler des pathologies thyroïdiennes bénigne et maligne. Maligne égale cancer, bénigne égale hypo ou hyper. Alors, notre thyroïde, il faut en dire quelques mots. Vous l'avez très bien dessiné sur votre présentation. Elle a la forme d'un papillon. Un papillon que nous avons dans le cou, qui peut parfois descendre un peu derrière le sternum. Et ce papillon peut grossir, mais normalement, nous le palpons difficilement. Pour palper une thyroïde, il faut se mettre derrière la personne, debout ou assise, pas devant, on ne peut pas bien la sentir, et examiner le cou en sentant d'une part les lobes thyroïdiens, il y en a un à droite, il y en a un à gauche, ils sont évidemment réunis par un pont, et il y a également des ganglions que l'on examine toujours, surtout si on est cancérologue. Pourquoi? Parce que si vraiment il y a un nodule dans la thyroïde qui devient un cancer, ce n'est pas très grave, mais il faudra opérer. On peut parfaitement s'en sortir et guérir, mais il faut contrôler les ganglions parce que la thyroïde est une zone glandulaire qui est très lymphatique. Ça veut dire que tous les ganglions qui sont autour, ici dans notre cou, sont là pour la préserver, sont là pour la protéger. Mais ils peuvent être dépassés. Et c'est pour cette raison, quand on opère un patient qui a un nodule dans la thyroïde dont on a fait un prélèvement par une petite ponction et qui nous dit cellules malignes ou alors cellules suspectes de cancer, eh bien, il faut contrôler toujours les ganglions parce qu'ils ne sont pas loin. Donc, n'étant pas loin, ils peuvent être facilement atteints. Comment se fait le diagnostic? Alors, le diagnostic, c'est quelqu'un qui vous dit « j'ai une boule au cou ». Comme une femme vous dirait « j'ai une boule au sein ». Bon. J'ai une boule au cou, je me souviens très bien un jour d'un jeune que je voyais parmi d'autres jeunes et en observant le cou, vous savez, le chirurgien, ça observe beaucoup, et je lui vois une petite boule. J'ai dit, hop, viens me voir toi. Je palpe ça, je me dis, merde, pardon, je me dis, il a un cancer. Je ne veux pas lui dire ça.
J'ai dit, tes parents, ils sont où? Ben, mes parents, ils sont par là. Bon, très bien, je vois les parents. Et j'ai dit, dites-moi, votre jeune, là, il s'appelle comment? Comme ci, comme ça, d'accord? Mais dites-moi, il a un nodule. Oui, il ne faut rien à l'école, etc. Les parents, vous savez, souvent inquiets parce que le Ouais. bac, il va arriver, etc. J'ai dit, non, moi, je m'en fous de ça. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire un prélèvement là-dessus parce que je suis inquiet. Ah bon? Inquiet de quoi? Du cancer. J'ai passé 7 heures dans son cou. 7 heures. Pour enlever non seulement la thyroïde, mais en même temps les ganglions qui étaient autour. Oui. Il y en avait qui étaient atteints. Je vous rassure, il s'est marié, il a eu 3 beaux enfants, il est guéri, tout va bien. Mais voyez, on est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez ce jeune? D'abord, dans la famille, il y a des problèmes thyroïdiens. Ça, c'est assez fréquent que dans les familles, on voit des problèmes thyroïdiens de dysthyroïdie. Dysthyroïdie, ça veut dire pathologie de la thyroïde. Soit des familles où vous trouvez des goitres, c'est-à-dire le goitre, c'est le grossissement de la thyroïde que l'on voit au niveau du cou, bon, et que l'on peut parfaitement palper. Alors, ça peut être un goitre bénin, mais ça peut être un goitre qui va dégénérer et devenir malin, devenir cancéreux. Très souvent, la plupart du temps, ils sont bénins, mais ils n'ont pas tendance à régresser. Donc il y a une dystrophie que l'on palpe, une dystrophie que l'on voit, les gens sont gênés par ça. Bon, aujourd'hui, on a des moyens pour le réduire, des moyens, j'entends, chirurgicaux, sans faire de grosses cicatrices. Ça, c'est un point capital. Mais ce que l'on voit le plus souvent aujourd'hui, ce sont des hypos et des hyper. Alors, à quoi sert la thyroïde? Elle fabrique une hormone thyroïdienne. Tiens, mais cette hormone thyroïdienne, elle dépend de qui? Très souvent dans notre organisme, nos hormones qui sont fabriquées par les testicules, elles ne dépendent pas que des testicules. Elles dépendent aussi d'une hormone qui est dans une glande là-haut au centre du cerveau qu'on appelle l'hypophyse et qui fabrique des hormones qui stimulent les thyroïdes. Hormones pour fabriquer la testostérone, hormones pour fabriquer des spermatozoïdes, ce n'est pas les mêmes. Bien. Chez la femme, c'est la même chose. On sait qu'il y a les 2 hormones, estrogène, progestérone. Eh bien, figurez-vous que pour la thyroïde, nous avons une stimuline thyroïdienne. Une stimuline thyroïdienne qu'on appelle thyréostimuline hormone, TSH. Bon, facile à comprendre. Elle est là-haut et c'est elle qui va donner à la thyroïde l'information pour lui dire tu ne fabriques pas assez d'hormones ou tu en fabriques trop. Bon, tu en fabriques trop parce que là-haut, il y a eu un choc psychologique important qui a créé une hyperthyroïdie, c'est tout à fait possible, une maladie qui peut évoluer vers ce qu'on appelle la maladie de Basedow, c'est le nom de celui qui a découvert et décrit cette maladie, qui est une hyperthyroïdie qui peut créer chez les personnes, c'est pour ça que ça peut se voir dans un train, dans un aéroport et dans la société, des personnes qui ont ce qu'on appelle une exophthalmie. C'est-à-dire, j'enlève mes lunettes, vous avez les yeux qui ont tendance à sortir des orbites. Exophthalmie. Un peu globuleux. Un peu globuleux, voilà. Et quand vous connaissez la personne, vous dites, tiens, mais cette personne, je la connaissais, elle n'avait pas les yeux comme ça. Ouais, ça. Et vous dites, elle a un problème thyroïde. Et vous dites gentiment, il faut voir un toubib, il faut voir un docteur, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la maladie de Basedow, qui est hyperthyroïdie, qui est liée à une sécrétion excessive de thyréostimuline hormone, qui peut être d'origine stress. Parce que notre hypophyse là-haut, elle est quand même très proche de notre système émotionnel. Nous avons le centre du cerveau qu'on appelle le système limbique, peu importe, avec beaucoup de noyaux. On a le cortex qui permet de décider, je fais ci, je fais ça, je réfléchis, etc. Et puis le système émotionnel qui est quand même extrêmement puissant. On peut nous faire peur. Bon, on a vu ça encore récemment. Un État peut mettre une trouille terrible à tout le monde. Bon. Donc, il peut se faire qu'il y ait un système émotionnel qui est perturbé, qui va perturber notre hypophyse, laquelle va perturber notre thyroïde. Bien. Et puis vous avez aussi des hypothyroïdies. Hypothyroïdie, ça veut dire que la thyroïde ne fabrique pas assez d'hormones thyroïdiennes. Or, l'hormone thyroïdienne, elle est nécessaire à l'équilibre, si vous voulez, de la thermodynamique, c'est-à-dire de notre température corporelle. Elle est nécessaire pour notre cerveau. Si je n'ai pas assez d'hormones thyroïdiennes, je suis hypothyroïdien et autrefois, on appelait, c'est assez, j'aime pas ces expressions, mais je les dis parce qu'on les trouve beaucoup dans la presse où il faut l'expliquer aux gens, ce qu'on appelait le nain des Alpes. Qu'est-ce que c'était le nain des Alpes? C'était un petit garçon ou fille qui n'était pas très grand, donc en taille, donc la croissance n'avait pas fonctionné. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la Méditerranée dans les Alpes, elle est loin des Alpes.
vous avez des pâturages, vous avez tout ce qu'il faut, mais de l'iode, il n'y en a pas. Et donc, ces enfants qui naissaient étaient souvent en hypothyroïdie, et donc, un, ils ne grandissaient pas, et deux, ils étaient sur le plan intellectuel hypo. Ça veut dire, on disait nain en taille et nain intellectuel. Tout ça a changé, ça ne se voit plus. Fort heureusement, pourquoi? Parce qu'on a pu donner du sel iodé. On a donné de l'iode. Les poissons, ils ne montent pas dans la mer à travers les rivières, mais le poissonnier arrive dans les Alpes comme dans les Pyrénées. Bon. Donc, on a beaucoup appris sur ces choses-là et on a appris que l'iode est un oligo-élément essentiel à la vie. Alors attention, quand vous avez une hypothyroïdie, la question c'est quels symptômes avez-vous? Vous êtes fatigué, vous allez vers les radiateurs. Pourquoi vous allez aux radiateurs? Parce que vous avez froid. Donc c'était typique, à l'époque on le disait comme ça, la personne qui va vers le radiateur alors qu'il n'y a aucune raison d'aller vers un radiateur, surtout en cette période de l'année où nous sommes au mois de juin, bah, il y a un problème thyroïdien. Et quand vous faites le dosage, alors il y a la T3, la T4, il y a plusieurs, peu importe le détail, les médecins le savent, c'est ça leur boulot, ils font le dosage de l'hormone thyroïdienne et ils voient qu'il n'y a pas un taux important, il est trop faible. Et ils regardent aussi la TSH là-haut, celle qui est la stimuline. Bon. Et donc, si vous n'en avez pas assez, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner une substitution. Et cette substitution, c'est une hormone thyroïdienne que les laboratoires ont fabriquée. Vous savez qu'il y a eu, il n'y a pas encore très longtemps, l'affaire du lévothyrox. Qu'est-ce que c'est? C'est une excellente hormone qui va remplacer l'hormone thyroïdienne, que l'on va utiliser dans les hypothyroïdies. Mais le problème, c'est qu'ils ont changé la formule en ajoutant ou soustrayant je ne sais quoi dans la formule. Il y a eu des pépins avec des complications, il y a eu un procès. Bon, ne rentrons pas dans tout cela. Ce qui est certain, c'est que quand on a une hypothyroïdie, il faut essayer de comprendre pourquoi. Première des choses. Quand on a un cancer, il faut essayer de comprendre pourquoi. On n'a pas toujours la réponse. Mais pour la thyroïde, on l'a. Mauvaise habitude alimentaire. Alors, mauvaise habitude alimentaire, on en revient toujours. Toujours. Diagnostic. Juste sur l'histoire de la palpation que l'on fait ici, là, c'est lorsqu'effectivement on sent qu'il y a une grosseur. Est-ce qu'on peut avoir un problème de thyroïde sans que ça puisse se ressentir physiquement? Tout à fait. Vous pouvez avoir une hypothyroïdie alors que vous n'avez absolument rien au niveau du cou d'anormal. Mais on a des symptômes. On a des symptômes, tout à fait. Ça veut dire que la thyroïde ne fabrique pas assez d'hormones thyroïdiennes. Et là, prise de sang, on le voit tout de suite. D'accord? Donc, avec la thyroïde, l'hormone thyroïdienne en général, c'est la T3 que l'on dose qui est trop basse. D'accord? Ou alors, on se rend compte que la TSH là-haut, soit elle est trop haute et la thyroïde ne répond pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, nous rentrons dans ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Auto-immunité. C'est-à-dire qu'il se passe que dans notre corps, il y a des antigènes qui vont faire fabriquer des anticorps antithyroïdiens. Vous entendez? Antithyroïdiens. Normalement, quand le système immunitaire fabrique des anticorps, c'est pour notre bénéfice, c'est pour notre système immunitaire. Quand mon corps fabrique une anti-spike du coronavirus, logiquement, c'est pour me monter mes anticorps et que je n'attrape pas une maladie trop sérieuse. Bon. Là, ce qui se passe, c'est que le corps fabrique des anticorps contre soi, contre son soi, contre sa thyroïde. On peut les doser. On peut les doser. Et ça, le médecin le sait, il fait prescription des anticorps antithyroïdiens et de l'hormone thyroïdienne. Et il dit, bah, madame, vous avez une hypothyroïdie, ça s'appelle la thyroïdite. It, c'est comme appendicite, inflammation. Thyroïdite, ça veut dire inflammation de la thyroïde, qui fait qu'elle ne fabrique pas ce qu'il faut parce qu'elle a des anticorps. Il y a des anticorps. Et d'où viennent-ils? Vous avez entendu, alimentation. Et c'est quoi dans l'alimentation? Un soja. Il y a dans le soja, et ça, ils ne supportent pas ceux qui fabriquent le soja, ce que je vais vous dire. C'est pour ça que vous avez dit je suis clivant, mais moi je suis là pour dire la vérité. C'est que dans le soja, vous avez un produit qu'on appelle la goitrine. Goitrine. Alors, et voilà. Alors ça fait pas toujours grossir la thyroïde, mais ça peut vous perturber la thyroïde, ce qui est la même chose. Bon, je ne vais pas vous opérer, vous enlever une thyroïde qui a un volume absolument normal, qui n'a pas de goitre et ça ne vous déforme pas, mais vous avez une hypothyroïdie. Donc, il faut que je mette votre thyroïde au repos, comprenez-moi bien, au repos. Ça veut dire quoi? Je dois remplacer l'hormone thyroïdienne que votre thyroïde ne fabrique pas, parce que les anticorps abîment la thyroïde en lui disant arrête de faire de l'hormone thyroïdienne, et donc je remplace.
Là, alors il y a des taux à 25, à 50, à 75, à 100 en fonction de l'âge, de la taille, etc. Vous avez même des enfants qui peuvent naître, c'est rare, sans thyroïde. Sans Ah oui. thyroïde. Alors ça se détecte immédiatement à la naissance par un petit test qui est absolument obligatoire, en tout Et cas les en Europe. conséquences? Comment? Et les conséquences? Ah ben, les conséquences, c'est que cet enfant va être, si vraiment il lui manque totalement sa thyroïde, ça peut être une partie ou toute la thyroïde, c'est un traitement hormonal thyroïdien à vie. Substitution. Bon, c'est pas grave, hein. Le problème simplement, c'est que quand l'enfant est adolescent, vous savez ce que c'est qu'un adolescent, il dit j'en ai marre de prendre ça, que ci, que ça, je ne le prends plus. Et là, l'enfant qui ne le prend pas va se retrouver à 13 ou 14 ans avec un début d'hypothyroïdie. Donc il faut veiller au grain. Il faut expliquer ça à l'enfant. Les enfants sont intelligents, sont capables de comprendre. Exactement comme je voyais récemment un enfant diabétique, du diabétique de type 1 qui avait une douzaine d'années. Cette jeune fille avait parfaitement compris, elle en bien savait sûr. plus que ses parents. Bien sûr, bien Vous voyez? sûr. Donc, Lorsque vous opérez Oui. une Thyroïde. thyroïde, oui. les conséquences de l'opération? Ah bah, il faut remplacer, si vous enlevez toute la thyroïde, il faut remplacer la thyroïde, non pas par une autre thyroïde, ça ne se fait pas. Il y a des gens qui ont déliré sur les greffes thyroïdiennes. Vous donnez simplement le lévothyrox, peu importe la formule, mais le remplacement de l'hormone thyroïdienne qu'elle ne peut plus fabriquer. À vie. Alors, à vie, oui. Alors, c'est pas bien méchant, hein, il faut être clair. Je crois que il faut dire une chose, c'est que les laboratoires, et Dieu sait que je ne suis pas du tout contre les laboratoires, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de problèmes thyroïdiens et en particulier des hypothyroïdies. Bon. Ce qu'on ne dit pas suffisamment aux patients, c'est que votre hypothyroïdie, si je ne vous enlève pas la thyroïde, elle n'est pas à vie. Elle est jusqu'au moment où vos anticorps antithyroïdiens qui étaient à des trop élevés, par la mise au repos de votre thyroïde en remplaçant l'hormone thyroïdienne, je fais baisser vos taux. Et de 3 mois en 3 mois, vous regardez les taux qui baissent. Et quand ils sont normaux, vous faites repartir la thyroïde. Non pas en arrêtant le traitement, mais si, admettons, vous êtes à 150 d'hormones thyroïdiennes, je ne donne pas des chiffres avec les mégas, ceci, cela. Bon, 150, vous passez à 75. 3 mois, tout va bien. Vous passez de 75 à 50. Tout va bien. Ça veut dire que vous faites repartir votre thyroïde. Mais vous n'arrêtez pas, et ça c'est très important à faire comprendre à ceux qui nous écoutent, vous n'arrêtez pas un traitement brutalement, en particulier dans ces domaines-là de l'endocrinologie. Vous voyez? C'est très passionnant, mais le problème c'est que les laboratoires, ils ont tendance à dire, et parfois des médecins qui ne sont pas suffisamment au courant sur le sujet, Madame, vous avez une hypothyroïdie à vie. C'est pas bien méchant, vous prendrez tous les jours votre comprimé. Non, c'est pas vrai. Sur les troubles de la thyroïde, j'ai souvent entendu dire, et des gens relativement jeunes d'ailleurs, dire qu'il y a un trouble du comportement, Oui. Trouble du poids, Oui. ça peut transformer. Dans l'hyper. Dans l'hyper. Alors dans l'hyperthyroïdie, le trouble du comportement, c'est énervement. On pleure pour rien. On perd du poids, on a la diarrhée. Et il y a des risques d'insuffisance cardiaque si ça continue. Donc il faut voir le cardiologue. Parce que vous pouvez avoir un petit nodule dans votre thyroïde qu'on appelle un nodule toxique. Alors ça, il faut l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nodule toxique? C'est que le nodule, il est toxique, il remplace la thyroïde et il fabrique à mort, en excès, de l'hormone thyroïdienne, alors que le reste de la thyroïde est au repos. Puisque lui, il fait tout le boulot, mais il en fabrique trop. Ce nodule toxique, on le voit sur un examen qu'on appelle la scintigraphie. Cette scintigraphie, c'est une imagerie de votre thyroïde, qui est un truc très simple, mais qui permet de dire il y a dans ce papillon une zone qui sécrète très fortement, qui frappe très fortement sur l'examen scintigraphique. Donc, il est toxique alors que le reste est au repos. Inversement, vous pouvez avoir une thyroïde qui marche parfaitement, que l'on verra très bien, le papillon thyroïdien, mais vous verrez des trous au milieu. Alors, quand vous avez un trou au milieu, c'est qu'il y a un nodule qui, lui, ne fabrique pas. Or, on voit de plus en plus de nodules thyroïdiens. Il faut être honnête, les nodules thyroïdiens, il faut faire attention. 1 sur 10 des nodules thyroïdiens peut tourner mal. Ça veut dire qu'il faut les surveiller. Ils peuvent augmenter de volume. Ça, c'est échographie, c'est palpation, mais le mieux, c'est l'échographie thyroïdienne parce qu'elle vous donne l'épaisseur, la hauteur, la largeur. Vous savez exactement, 3 mois plus tard, épaisseur, hauteur, largeur, vous voyez tout ça de façon très précise. Bon. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont très rétifs à une intervention chirurgicale. Je ne veux pas me faire opérer. Oui, madame, vous avez raison de ne pas vouloir vous faire opérer pour rien. Mais si votre nodule thyroïdien, il est vraiment avec des cellules cancéreuses,
il faut être opéré, madame. Ou monsieur. Monsieur, on voit des dames comme des messieurs. Bon. Donc, il faut être opéré, ça veut dire ne chahutez pas en laissant évoluer une lésion thyroïdienne en train de devenir un cancer, parce que ça peut partir ailleurs, en particulier sur les os. Et quand vous avez des métastases osseuses d'un cancer thyroïdien, bon, on peut encore guérir. Il faudra donner de l'iode radioactif. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. C'est là que la médecine nucléaire, j'en parlais récemment avec un spécialiste du nucléaire, et qui a juste raison, nous fait peur avec la bombe atomique et tout le reste. Mais je lui disais, savez-vous qu'il y a une médecine nucléaire? Ah bon? Mais une médecine où avec le nucléaire, on peut arriver à soigner des gens? Mais bien sûr. Avec le nucléaire, on peut soigner et de plus en plus de personnes. Ça ne veut pas dire que je suis pour la bombe atomique, vous comprenez. Il faut utiliser le nucléaire à bon escient. Voilà. Et dans le cadre des problèmes thyroïdiens, ça peut être très utile dans des hyperthyroïdies où on n'arrive pas avec le traitement anti-thyroïdien. Alors cette fois-ci, ce n'est pas pour substituer, c'est pour freiner la thyroïde. Donc dans l'hyper, il faut la freiner et dans l'hypo, il faut la remplacer. Voyez. Donc, dans l'ordre, palpation. Si palpation, il n'y a rien, prise de sang. Oui. Si prise de sang, les résultats sont à discuter. Absolument. On fait une écho. Alors, on fait une échographie, tout à fait. Voilà. Et ensuite, écho, on suit régulièrement. Et la prise de sang peut montrer un taux de thyréostimuline hormone trop élevé. Ça peut être lié à un stress. Donc, on refait notre prise de sang 3 semaines après. Il ne faut pas trop se presser non plus pour donner des traitements. C'est vrai que très souvent, qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, on vous fait peur, vous avez ça, il faut vous traiter tout de suite. Non, il faut voir le patient dans sa globalité, ce qu'on appelle la médecine intégrative. J'aime beaucoup l'expression, parce que j'intègre. Comment vous mangez? Parlez-moi du poisson que vous mangez. J'aime pas le poisson. Ah, vous n'aimez pas le poisson? Bah, vous allez l'aimer, parce que si c'est votre santé, vous allez peut-être l'aimer, vous allez voir. Bon, donc du poisson, c'est 2 à 3 fois par semaine. Bon, et du soja, j'adore, bah, il va falloir arrêter. Bon. Il faut l'arrêter. Et pourquoi il faut arrêter? Si vous n'expliquez pas, ben les gens vont rester branchés là-dessus. Ils vont vous mettre de la sauce au soja dans tous les produits, l'une sucrée, l'autre salée, etc. Bon, c'est comme le ketchup, c'est ni l'un ni l'autre. Il faut prendre des bonnes choses, de l'huile d'olive sur les poissons, de l'huile de colza, etc. Voilà. Il y a des questions, évidemment. Vous le savez, dans cette émission, vous pouvez laisser vos questions. Le mail, c'est émission-henrijoyeux@gmail.com et vous pouvez poser vos questions. Voici une, professeur. Les symptômes les plus courants de l'hyperthyroïdie, énervement, la chaleur, on transpire. Alors en ce moment, quand on transpire, ce n'est pas une hyperthyroïdie, c'est vraiment la chaleur qui est dans nos régions. Diarrhée très souvent, palpitations, le cœur qui se met non pas à flageoler, mais à taper plus vite, si vous voulez. Ça, c'est l'hormone thyroïdienne qui est fabriquée en excès. Plus le stress, plus éventuellement, mais ça c'est pas pour tout le monde, loin de là, ce que j'ai dit sur les yeux, petite exophthalmie. Petite exophthalmie qui peut s'aggraver. Ça c'est l'hyper. Ensuite, hypothyroïdie, vous allez vers le radiateur. C'est l'inverse. Vous n'arrivez pas à vous concentrer dans votre travail. Vous allez louper le bac. Quoique maintenant, le bac, on ne le loupe plus. Bon. Donc, on peut réussir le bac en hypothyroïdie aujourd'hui. Non, je m'amuse en disant ça. Simplement pour dire à Guylaine, 60 ans, qui est à Orléans, pour l'hypothyroïdie, si, pour l'hyper, vous énervez votre mari, vous énervez toute la famille, vous avez la diarrhée et vous avez des bouffées de chaleur du matin au soir, parce que 60 ans, elle a passé la ménopause, elle peut avoir une hyperthyroïdie, il faut l'examiner, faire une prise de sang. L'hypothyroïdie, c'est une personne qui sera plutôt en hypométabolisme, c'est-à-dire qui est un peu sur le côté, qui a froid, qui ne se concentre pas, qui s'intéresse à rien. Ça, c'est une hypothyroïdie. Prise de sang, on va le voir. Le problème, c'est que dans ces diagnostics-là, avant d'en arriver à la thyroïde, on peut imaginer des tas d'autres choses. Oui, mais je vais vous tranquilliser, Marc, là-dessus, parce que de plus en plus, dans un bilan global, vous savez, les gens viennent vous voir, docteur, je veux savoir si je suis en bonne santé. Je voyais récément une médecin généraliste dans le sud de la France et qui disait 50% des patients viennent me voir en disant, je voudrais savoir si je suis en bonne santé. C'est étonnant. Mais vous allez bien, vous n'allez pas bien. Bon, alors on les passe à la balance, etc. Et très souvent, le médecin va faire une prise de sang. Et dans la prise de sang, il met toujours hormone thyroïdienne. Oui. Donc ça se voit assez facilement. Voilà. Allez, autre question, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment. Les principales causes de l'hyperthyroïdie. Alors, les principales causes de l'hyperthyroïdie, je dirais, c'est le stress. Le stress avec toutes les formes de stress que l'on peut imaginer.
qui peuvent créer une stimulation trop importante au niveau de notre système émotionnel et qui va se porter sur la glande hypophyse pour sécréter trop de stimuline, hormone de la thyroïde. C'est essentiellement ça. Bon, il y a aussi des pathologies liées à des médicaments. Vous savez, je voyais récemment quelque chose comme 650 médicaments qui ont un rôle dans le cancer. C'est terrible de dire ça. Eh oui. Ils ne sont pas vraiment en cause, mais c'est l'enrobage du médicament dans lequel vous avez l'oxyde de titane, vous avez des choses comme ça. Alors vous pouvez avoir des médicaments, en particulier des médicaments qui touchent à notre système cardiaque. Donc les cardiologues le savent. Nous avons des médicaments de la cardiologie qui peuvent créer des pathologies thyroïdiennes. La modiarone, peu importe les noms. Bon. Et donc, les cardiologues sont attentifs, font attention à ça, envoient le malade vers l'endocrinologue, puisque c'est l'endocrinologue qui est le spécialiste. Ça, c'est les causes de l'hyperthyroïdie. Mais ça ne sera jamais parce que vous mangez trop de poisson, je vous rassure. Si vous aimez le poisson, vous pouvez en manger autant que vous voulez. On n'a pas plus d'hyperthyroïdie au bord de la mer. Voyez. Par contre, on a des hypothyroïdies en montagne, comme je le disais tout à l'heure, si l'iode n'y arrive pas. Pour l'hypothyroïdie, c'est très fréquent. C'est très fréquent parce que nous sommes dans le cadre des maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, elles touchent les articulations, le système nerveux central, notre tube digestif, tout, y compris la thyroïde. C'est une des plus fréquentes des maladies auto-immunes. On l'appelle la maladie de Hashimoto. Bon, peu importe, c'est lui qui a découvert ça. Là, il y a les anticorps antithyroïdiens. On a des taux précis. Et le labo vous dit taux normal, temps, et là vous voyez que vous êtes au-dessus. Et donc, on va vous faire un traitement hormonal substitutif qui va se substituer à une hormone qui n'est pas suffisamment fabriquée. Alors, cause de cela, quelles sont les principales causes? Soja, je vous l'ai dit. Produits laitiers en excès. Désolé, pilule, mesdames. Pilule. Pourquoi? Parce que la pilule, elle n'agit pas que sur vos ovaires. La pilule, elle est à des taux d'estrogène et de progestérone, les hormones fabriquées par les ovaires de la femme, qui sont 20 à 50 fois supérieurs, mais le laboratoire Bayer ne vous le dira jamais. Vous entendez? Jamais. Pourquoi? Parce que si les femmes savaient comment ça marche, elles n'en prendraient pas beaucoup. Elles en prennent de moins en moins, elles commencent à savoir. Et donc, comme elles commencent à savoir, immédiatement, vous avez une pub d'enfer pour dire c'est pas vrai. Pub d'enfer. Donc, ça veut dire que vous avez le soja à abandonner. Vous avez alors le soja sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Vous avez chez les femmes la consommation excessive et trop prolongée de la pilule estroprogestative, puisqu'il y a estrogène et progestérone. Et puis, vous avez des gens qui ne mangent pas assez de poisson. Et vous disent la mer est polluée. Je suis d'accord. La mer est polluée par les bâtiments, les tankers, tout ce que vous voudrez. Mais nous savons dépolluer, non pas la mer, mais l'aliment que vous allez consommer. Vous allez mettre des sardines, vous allez mettre du maquereau, vous allez mettre du thon, peu importe. Mais vous allez le faire cuire à la vapeur douce. Vous avez de l'eau dans votre cuit-vapeur. Mon épouse a fait avec moi une émission où je l'ai interrogée. Bon, elle m'a montré. Vous avez une eau qui est parfaitement propre. Bon, vous mettez votre poisson à cuire là-dedans à la vapeur douce. Vous enlevez le poisson qui est parfaitement cuit. Et puis vous regardez cette flotte. Oh là là, mais elles sont pas bons. Et vous avez des ronds qui sont des éléments de gras qui étaient dans le poisson, qui sont des pesticides, lesquels pesticides de l'environnement général, qui sont aussi dans nos mers, sont des produits lipophiles qui aiment le gras. Donc ils sont dans le gras du poisson, mais c'est du mauvais gras. Donc il faut manger du bon poisson dégraissé de ces saloperies. Et ça, c'est la cuisson qui le permet. Donc poisson, 3 fois par semaine. Alors le problème du poisson aujourd'hui, c'est que vous avez pratiquement que du saumon, quoi. Saumon en Méditerranée, moi j'en vois pas en Méditerranée. Vous voyez? Bon, il y a quand même du loup de mer, il y a de la dorade, il y a des sardines, il y a des maquereaux, etc. Bon, et il faut avoir un bon poissonnier qui est capable de vous dire celui-là, prenez, parce qu'il est frais. Vous voyez? Et ça, c'est la façon de cuire votre poisson. Et il faut habituer les enfants à en consommer. Parce que si les enfants, on les gave de pâtes et on les gave de
tout ce qu'ils ont envie de consommer, eh bien, vous verrez que les poissons, ça les embête d'enlever les arêtes et compagnie. Alors, Voilà. vous avez aussi la réponse qui est souvent donnée, qui est de dire je prends des compléments alimentaires Voilà, qui vont permettre etc., etc. Alors, votre réaction? Mais oui, mais les compléments alimentaires, bon, je ne suis pas contre les compléments, mais pas abusifs. Quoi. Hmm. La bonne assiette, c'est ce que dit Jean, la bonne assiette, c'est exactement cela qu'il faut. Seulement, il faut que vous ayez du végétal, il faut que vous ayez du produit animal là-dedans, il faut que vous ayez tout ce qu'il faut. Et puis peut-être du sel iodé. Si vous ne mangez pas suffisamment de poisson, il faut que vous ayez de l'iode. Vous voyez? Bon. Mais en même temps, attention, il y a des allergies à l'iode. Bon. Et ce sont des allergies qui ne sont pas à l'iode minéral, mais à l'iode qui est lié à des protéines. Par exemple, vous allez faire un examen de votre vésicule biliaire, un examen, ce qu'on appelle une radiographie, où on va vous donner à consommer un produit qui permettra de voir la vésicule biliaire d'une manière précise sur la radiographie. Eh bien, c'est un produit qui est iodé. C'est-à-dire, il y a une protéine qui est liée à de l'iode et vous pouvez avoir une allergie à ce produit iodé. Et d'ailleurs, on vous demande toujours, avez-vous une allergie à l'iode? Parce que si vous avez une allergie à l'iode, on vous donne préalablement un médicament anti-allergique pendant 3-4 jours avant de faire l'examen. Donc tout ça, ça se sait. Mais c'est vrai que la consommation de poissons, je n'ai pas du tout de chiffre en tête, dans notre pays, elle est insuffisante, alors que nous sommes entourés de mer. C'est dommage. Une question d'Amir. Quelles sont les principales causes de... On l'a vu ça, on non? vient de le voir, pardonnez-moi. Oui. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. C'est Myriam, 44 ans, de Saint-Chamond. Alors, quels sont les tests et les examens utilisés pour diagnostiquer les problèmes thyroïdes? Essentiellement, bon, il y a la vision du cou, l'examen du cou, avant d'aller piquer les gens. Hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'emblée, on se jette sur vous et on vous fait une prise de sang, on vous fait une échographie. Non, on examine d'abord. Ça, c'est de la médecine de compétence. Ensuite, on demandera une prise de sang, c'est assez rapide. On aura le résultat pratiquement dans la journée. Et puis, une échographie thyroïdienne. S'il faut aller plus loin, on pourra aller vers un scanner pour voir les ganglions, la forme de la thyroïde, ou bien on pourra aller vers une scintigraphie thyroïdienne qui consiste à donner un iode peu radioactif pour voir sous le compteur Geiger la formation du papillon thyroïdien avec ou non des zones qui fixent ou qui ne fixent pas. Est-ce que l'opération de la thyroïde, la chirurgie de la thyroïde est une chirurgie lourde? Dangereuse? Non. Elle est dangereuse pour, vous allez comprendre, pour tous ceux qui ont métier de chanter. Ah. Pourquoi? Parce que derrière la thyroïde, il y a deux nerfs qu'on appelle les nerfs récurrents parce qu'ils sont en train de remonter. Et ces nerfs récurrents sont les nerfs de la voix. Ce qui fait que si vous cassez un des nerfs, là vous êtes en faute. Ça veut dire que vous, chirurgien, vous devez avertir le patient. J'ai dû vous couper le nerf parce que le nerf était envahi par le cancer, par exemple. Ce qui est exceptionnel. Hein. Je n'ai jamais vu le nerf récurrent qui soit envahi par le cancer. Par contre, il peut être au contact. Et c'est d'ailleurs un des signes, c'est vrai que j'oubliais, c'est quand vous avez quelqu'un qui a un goitre, il faut lui dire, est-ce que tu vas à la chorale? Réponse, oui, je vais à la chorale. Une dame, par exemple, un monsieur. Et où est-ce que vous êtes situé dans la chorale? Du côté des hommes ou du côté des enfants? Du côté des hommes, c'est une voix qui s'est masculinisée. Pourquoi? Parce qu'il y a une compression du goitre thyroïdien contre les nerfs qui sont juste en arrière et donc qui gênent la voix, qui fait que vous avez une voix qui est plus masculine, si vous voulez, plus rock. Voyez, je voyais récemment un monsieur comme ça, tellement que je dis non, il y a un nodule thyroïdien, il faut faire une ponction, on va le faire. Et puis on verra ce que c'est. Bon, je l'ai rassuré, je pense que ce n'est pas un cancer. En admettant que ça le soit, on fera une intervention. Mais l'intervention, il faut que ça soit un bonhomme qui sait opérer. En général, un cancérologue, ou alors, à Paris, vous avez des spécialistes qui font que ça. Hein. J'ai envoyé à mon collègue Ménégo des personnes atteintes de problème cancer thyroïdien, dont je vois encore une magnifique cantatrice d'origine chilienne, peut-être qu'elle m'écoute, et qui ne voulait pas se faire opérer. Elle ne voulait pas, elle avait peur pour sa voix. Je lui ai dit, vous allez voir celui-là, et celui-là, et vous allez chanter parfaitement. Alors, ce qui se passe parfois, après l'opération, dans les quelques jours qui suivent, le nerf a été un peu irrité. Parce qu'on est passé par là. Parce qu'on est passé avec nos ciseaux, avec notre dissection, etc. Donc, on l'a un peu, pas coupé, on l'a irrité. Ouais. Donc, orthophonie, un peu de rééducation, en l'espace de 3 semaines, c'est récupéré. Et le mieux, c'est d'apprendre à siffler. Alors, les femmes vous disent souvent, mais moi, on me disait qu'il ne fallait pas siffler, c'est les garçons qui sifflaient dans ma famille. Bon. Non, il faut apprendre à siffler.
et en apprenant à siffler, on rééduque les cordes vocales pour les faire bosser et qu'il y ait un mouvement de la corde vocale qui se rapproche l'une de l'autre pour faire passer un son aigu. Il y a quand même quelques jours, quelques semaines hein, pour se rétablir Après l'opération. Après une opération comme ça. Oui, hein. oui. Et surtout, il faut donner le traitement compensateur. Si vous enlevez toute la thyroïde, il faut immédiatement après donner le traitement thyroïdien. Alors, si jamais il y a une suspicion d'une atteinte ailleurs, parfois on recule le traitement que l'on donne normalement immédiatement après avoir enlevé la thyroïde et on va rechercher une autre atteinte métastatique de la thyroïde qui aurait eu tendance à aller ailleurs, en général système osseux. Vous voyez, donc la métastase de la thyroïde, il y a les ganglions, je l'ai dit, mais il y a aussi le système osseux. Il y a un point très intéressant, je me souviens d'un de mes patrons qui un jour m'avait collé au sens poser une colle, il me dit, dis-moi, quelle est l'origine d'une métastase qui, quand tu mets le stéthoscope dessus, tu entends comme le cœur, tu n'entends pas le cœur qui bat, mais tu entends qu'il y a quelque chose, il y a de la circulation. Je ne savais pas, je ne savais pas. Et il m'a dit, c'est toujours la thyroïde. Il avait raison. Il avait raison. Donc le stéthoscope, ce n'est pas uniquement pour stéthoscope le cœur ou les poumons, mais ça se fait aussi sur des os. Vous voyez, ça se fait aussi sur des zones de notre corps où il y a une vascularisation importante, trop importante. Autre question posée au professeur Joyeux. Alors, les traitements disponibles pour l'hyperthyroïdie, vous avez des médicaments très précis que les médecins connaissent, mais ce n'est pas un généraliste qui doit le prescrire. C'est un endocrinologue. Oui. Donc, il va vous prescrire ce qu'il faut. Il va le vérifier d'une part par la réduction des taux de TSH si ça vient de là-haut ou de la thyroïde si ça vient directement de la thyroïde. Donc, il y aura des contrôles à faire. Si ça ne marche pas, on peut allier à l'iode radioactif. C'est-à-dire, on vous met dans une chambre plombée pendant quelques jours, on vous donne de l'iode qui est radioactif, c'est-à-dire qui va agir sur votre thyroïde pour dire aux cellules thyroïdiennes, tu travailles trop, ça ne va pas un cancer là, hein, tu travailles trop, donc on va donner ce qu'on appelle une irathérapie, c'est-à-dire une radiothérapie de la médecine nucléaire, si vous voulez. Quant à l'hypothyroïdie, c'est essentiellement le lévothyrox à des doses qui sont en fonction de ce que la thyroïde est capable de faire. Soit elle fabrique la moitié, vous donnez les moitiés de dose, c'est-à-dire elle-même, elle fait le boulot pour la moitié, ou bien elle fait le boulot pour les trois quarts, et c'est pour ça qu'on a des dosages qui peuvent être différents. Alors ce que l'on voit souvent, vous voyez, c'est une Nathalie de 59 ans, c'est que très souvent, ces personnes-là vous disent, ça fait 10 ans que je prends un traitement et je voudrais arrêter. Vous avez raison, mais n'arrêtez surtout pas brutalement. Il faut faire repartir votre thyroïde qui, depuis 10 ans, ne travaille pas. Elle est au repos. Donc, pour la faire repartir, si vous avez 150 de lévothyrox, eh bien, vous allez passer à 125. Oui. Et de 3 mois en 3 mois, 125, 150, et chaque fois, on fait une prise de sang de contrôle. Est-ce que, professeur, on peut vivre avec un dérèglement de la thyroïde sans s'en rendre compte et jusqu'au bout ? Oh non, pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que... Il y aura un moment ou un autre dans la médecine, problème. La médecine évoluée que nous avons chez nous, alors si vous êtes en Afrique, moi j'ai passé 2 ans au Maroc, vous n'imaginez pas le nombre de goitres que j'ai opérés. Ouais. C'est-à-dire des dames qui arrivaient surtout avec des goitres énormes, tout simplement parce qu'elles consommaient le soja, les produits laitiers, etc., la goitrine que vous avez dans le soja, etc. Bon, et dans ces cas-là, ça comprime le cou, ça comprime la zone de la voix avec les nerfs récurrents dont je parlais tout à l'heure. Non, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. On peut passer à côté. Pourquoi ? Parce que un jour ou l'autre, vous aurez une prise de sang et dans la prise de sang, on met l'hormone thyroïdienne. Vous voyez ? Ouais. Question de Muriel, 37 ans de Bastia. Quels sont les facteurs de risque associés au problème de la thyroïde ? Bon, vous êtes à Bastia, vous devez manger du poisson 3 fois par semaine. C'est absolument essentiel. Bon. Et 2, le soja, vous avez compris, on en a parlé, j'y reviens pas. Bon, et ensuite, 37 ans, elle est peut-être sous pilule, il faut lui trouver le fait qu'elle en prenne un peu moins, qu'elle la donne à son mari, enfin, vous voyez, qu'elle fasse attention, parce qu'à 37 ans, vous pouvez avoir une femme qui a pris des hormones contraceptives déjà depuis 20 ans, ce qui est énorme. Énorme. Alors, vous mettez vos ovaires au repos, ça je suis d'accord, mais vous ne mettez pas que vos ovaires au repos. Vous dérégulez
votre alchimie hormonale. Or, les femmes, si vous voulez, ont un corps qui est une véritable équilibre hormonal dans toutes leurs glandes, surrénales pour le stress, thyroïde pour l'équilibre de la température en particulier, pour la croissance, pour le système nerveux central. Bon, tout ça c'est très important. Alors si vous dérégulez en apportant des doses d'estrogène, progestérone, vous savez, on a fait croire aux gens, et là-dessus je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ceux qui ne sont pas d'accord, c'est des gynécos qui sont branchés sur lien d'intérêt avec les labos au maximum du maximum. Donc ils ne me font pas peur. Moi je dis la vérité après ce qu'ils veulent. Hein. Bon. Et que les labos nous poussent à consommer ces taux hormonaux aussi élevés dans l'estroprogestation pour la contraception, je trouve que c'est important de l'expliquer aux femmes. Après c'est leur choix. Bon, et ce choix, elles le font en connaissance de cause. Mais il ne faut pas leur dire c'est un bonbon et ces organes sont en danger. C'est pas vrai. Ça se sait beaucoup maintenant. Ça se sait, oui. Oui, mais on parle beaucoup. J'ai un peu contribué progressivement. Oui, et puis par les attaques que l'on fait contre moi, on y contribue. C'est vrai bon, aussi. Il faut laisser faire. Mais il y a beaucoup de femmes aussi qui ont pris la parole, qui ont fait sur YouTube, qui ont fait beaucoup d'émissions. Je suis parfois plus féministe qu'une femme, vous savez. Christine, 46 ans, elle est à Saint-Herblain. Mesures préventives pour réduire le risque de dysfonction. Ben voilà. Alors, d'abord, vous avez 46 ans, madame. Bon, vous n'êtes pas très loin de la ménopause, mais vous n'y êtes pas encore. Dans un an, vous pouvez avoir encore un magnifique bébé si vous ne l'avez pas eu encore. Bon, je ne veux pas vous donner le conseil, si vous en avez 3 ou 4, d'en faire un 5e. Bon, d'accord. Bon, maintenant, pour dysfonctionner votre thyroïde, attention à votre alimentation. Attention à votre surpoids. Nous en avons parlé avec le surpoids et l'obésité, qui est une inflammation au niveau de votre corps qui peut déréguler votre thyroïde. La thyroïde est un équilibre harmonieux pour notre fonctionnement et c'est vrai que c'est surtout chez les femmes qu'on voit les thyroïdites de Hashimoto beaucoup plus que chez les hommes. Beaucoup plus chez les hommes. Parce qu'elles aiment le soja, parce qu'elles aiment les yaourts, elles aiment les produits laitiers en grande quantité. Et puis, elles ont les dérégulations. Alors, à 46 ans, une femme comme cela peut avoir un stérilet hormonal qu'on appelle Mirena. Je suis totalement opposé à ce genre de choses. Vous voyez, elle peut avoir un implant sous le bras qui a une raison contraceptive. Donc, que d'exploitation de la femme. Que d'exploitation de la femme. Et je pense qu'il y a un réveil qui se fait aujourd'hui, qui est un réveil écologique, qui est un réveil de santé par rapport à nous. Mais nous, ce n'est pas que simplement vous et moi, les hommes, c'est d'une manière générale, les laboratoires pharmaceutiques ont exploité les femmes. Il faut le dire clairement, ont exploité les femmes. Et cette exploitation des femmes fait qu'elles payent la facture très chère. Très très cher, beaucoup plus cher que nous ne la payons. Parce que nous n'avons pas envie de prendre un comprimé. Si vous allez au Japon, vous proposez à une femme de prendre un comprimé. Elle dit, je suis malade ou pas malade? Vous ne trouvez pas la contraception facilement au Japon. Hein? Vous savez pourquoi? Il faut aller la chercher toutes les semaines à la pharmacie. Bon. Et la femme japonaise a un concept très simple, je prends un comprimé parce que j'en ai besoin, parce que je suis malade. Mais je ne suis pas malade. Donc le préservatif, là-bas, au Japon, il marche à fond. Peu importe la couleur, peu importe ci, peu importe ça, mais il marche à fond. Les mecs prennent leurs responsabilités. Alors qu'en Europe, et en particulier en France, excusez-moi, hein, on ne prend pas trop nos responsabilités, soyons clairs. Alors si je me faisais l'avocat du diable, il y a aussi des gens qui vont vous dire les laboratoires ont permis aussi de grandes avancées sur la libération sexuelle, sur justement la pilule a considérablement aidé et fait évoluer les mentalités. On pourrait aussi dire ça. Hein, non mais c'est vrai, mais si c'est au prix d'un cancer du sein, moi ça me gêne. Vous comprenez? Bon, surtout qu'aujourd'hui, on voit des cancers de plus en plus jeunes. On voit des thyroïdites de Hashimoto, non pas chez des étudiantes, mais chez des jeunes femmes de 30 à 35 ans. Bon, je pense que si elles peuvent l'éviter, c'est quand même mieux. D'ailleurs, elles cherchent à l'éviter très souvent. Elles vous disent, donnez-moi, docteur, donnez-moi un traitement naturel. Voyez, donnez-moi une médecine naturelle. Voilà. Donc oui, donc il faut arriver à peser bénéfice-risque. C'est toujours pareil. Bénéfice-risque. Quel est le bénéfice que je cherche et quel est le risque que je prends? Voilà.
Question de Philippe qui a Excellent. 72 ans. Nutrition et mode de vie peuvent-ils influencer la santé de la thyroïde? Monsieur, vous avez 72 ans, vous êtes à Gordes, vous n'êtes pas très loin de la mer, vous avez le soleil pour avoir toute la vitamine D qu'il vous faut à Gordes, vous avez la mer qui n'est pas très loin pour aller chercher du poisson régulièrement, et en même temps, j'imagine qu'à 72 ans, vous faites du vélo, vous faites du sport, vous avez une activité physique, et votre thyroïde, elle vous le rend bien. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Caroline a 53 ans, est à Les l'Angoulême. complications possibles. Alors, les complications de l'hyperthyroïdie, je l'ai un peu dit, c'est le cardiologue. Ce n'est pas lui qui va créer la complication, c'est qu'il faut aller voir le cardiologue parce qu'il va un peu réguler tout ça. Normalement, l'endocrinologue va vous donner le traitement qui va freiner votre hyperthyroïdie et le cardiologue aura fait un bilan au départ avant de commencer le traitement pour voir si vraiment il n'y a pas, ça peut être une atteinte des valves du cœur. Donc il y a des complications qui peuvent être sérieuses, donc il faut faire attention. Donc un hyperthyroïdien doit avoir un cardiologue. Voilà. Et l'endocrinologue travaille en bonne entente avec le cardiologue. Pour l'hypothyroïdie, il n'y a pas besoin de voir un cardiologue, il n'y a pas besoin de voir un neurologue, il y a besoin d'avoir les taux, il y a besoin de contrôler les anticorps antithyroïdiens et de ne pas se mettre dans la tête, je suis malade à vie. Voilà. Vous n'avez pas, madame, je dis madame parce que c'est le plus fréquent, une thyroïdie de Hashimoto à vie. Ce n'est pas vrai. Voilà. Maintenant, si ça fait 20 ans que vous êtes sous traitement substitutif, je crains que votre thyroïde, elle n'ait pas envie de repartir parce que vous l'avez mise au repos, elle ne sait plus comment ça marche. Je simplifie un peu les choses. Voyez. Je ne sais pas si on a parlé en début d'émission du facteur génétique de Alors, la oui, on en a thyroïde. parlé un petit peu dans l'hérédité, au sens où dans la famille, il y a des problèmes thyroïdiens. Oui. C'est-à-dire vous avez un enfant qui aura un goitre, un autre qui fera une thyroïdie de Hashimoto, un autre qui fera peut-être une hyperthyroïdie. Donc, ce que j'appellerais des sensibilités thyroïdiennes, sans que je puisse vous dire quel est le gène qui est en cause. Voilà. Mais c'est plutôt dans le cadre féminin. Et vous parliez tout à l'heure des enfants. Oui. Donc même les tout petits peuvent être Alors, concernés. un enfant peut naître sans thyroïde ou avec une insuffisance thyroïdienne. Et ça, il y a un test que l'on fait sur le talon, une petite prise de sang, très très simple. Tout le monde, hein, tous les enfants y passent. Et immédiatement, on peut le savoir, le résultat tombe dans les 3 jours. Et si jamais cet enfant a une agénésie thyroïdienne, c'est-à-dire manque de thyroïde, ou a une hypothyroïdie, on lui donne quelques gouttes d'hormones thyroïdiennes pour le remplacer. Jusqu'au moment où on va vérifier s'il y a athyroïdie, c'est-à-dire pas de thyroïde, ou s'il y a quand même quelques éléments de la thyroïde qui fonctionnent, parce qu'il peut y avoir une faiblesse dans la construction thyroïdienne, la construction embryologique, mais il peut se faire qu'il y ait des petits noyaux thyroïdiens qui soient capables de fonctionner. Donc ce n'est pas toujours une agénésie. Agénésie veut dire il n'y a pas. Il peut y avoir quelques éléments qui fonctionnent ou bien aucun. Voilà. Dernière question, professeur de Lorenzo. Des ressources supplémentaires ou des recommandations pour les patients souffrant de problèmes de thyroïde. Bien, moi, je crois que les plus fréquents étant des hypothyroïdiens, donc Lorenzo, il aurait 24 ans. S'il a une thyroïdie de Hashimoto, il faut lui dire, cher ami, les produits laitiers, il va falloir les enlever. Oui. Vous garderez un peu de fromage de chèvre, un peu de brebis de temps en temps, une fois par semaine, c'est bon. Vous arrêterez le soja, voilà, vous n'en avez pas besoin. Vous mangerez du poisson. Où c'est qu'il habite? Le Mans. Bon, c'est quand même pas très loin la mer. Quand même. Bon, on peut faire quelques kilomètres. Bon, il y a bien un poissonnier qui arrive au Mans. Oui, il doit bien y avoir. Bon, mangez des huîtres, mangez des moules, mangez du poisson, mangez ce qui vous fait plaisir. C'est évident. Mais ne me dites pas, j'aime pas les poissons, j'aime pas les fruits de mer ou j'aime pas ce qui vient de la mer. Alors, si on vous dit parce qu'elle est polluée, je vous ai dit comment il faut faire pour dépolluer l'élément qui sort de la mer et qui est là pour vous nourrir. Bon, on a le sentiment quand même, professeur, pour conclure, c'est qu'on maîtrise assez bien aujourd'hui Oui. la problématique Oui. de la thyroïde Oui. dans l'ensemble. On maîtrise et même avec un cancer, on peut guérir. Il ne faut pas affoler, vous faites un cancer thyroïdien. Bon, bien sûr, ce n'est pas sympa, hein, mais si j'ai un cancer thyroïdien, je sais qui c'est qui va m'opérer, il n'y a pas de problème, il m'enlèvera ma thyroïde, je prendrai mon comprimé tous les jours et j'irai jusqu'à 120 ans. Voilà, pas de problème. Je serai centenaire, comme vous l'avez Voilà. écrit, tous centenaires. Merci beaucoup, professeur. Avec grand plaisir, Marc. Merci infiniment, merci à tous, vous connaissez le principe, vous commentez, vous partagez, je sais que vous aurez sans doute d'autres questions à proposer et au professeur sur d'autres thématiques si vous le souhaitez, et n'hésitez pas, on lit tout cela très attentivement. Merci à tous et à très bientôt. Salut.